Bienvenue sur Vitamine B, le podcast de Bartol qui explore des thématiques liées à la transformation des organisations et à leur adaptation aux enjeux du monde moderne. Dans notre série Hémisphères croisés, nous explorons, au travers d'un dialogue alliant science et business, la manière dont l'intelligence artificielle transforme notre cerveau et nos comportements. Je suis Margot, directrice chez Bartol, et au quotidien, je travaille avec des entreprises qui essayent de comprendre les impacts de ces technologies sur leur métier, leurs équipes et sur eux-mêmes. Pour ces premiers épisodes, je partage le micro avec Jean-Pierre. Il est neurophysiologiste et a passé sa carrière à étudier la manière dont notre cerveau fonctionne, ce qui nous pousse à agir et à décider. Nous sommes père et fille, deux regards, deux générations, deux approches. Ensemble, nous vous proposons de croiser nos points de vue sur des questions qui seront déterminantes pour demain. Nos téléphones se souviennent de nos rendez-vous, nos photos, nos idées. Petit à petit, la machine garde ce que nous oublions. Dans cet épisode, nous nous poserons la question suivante: externaliser notre mémoire, est-ce un progrès ou une perte de nous-mêmes? Donc Jean-Pierre, j'aimerais revenir avec toi sur plusieurs aspects. Déjà, sur le fonctionnement peut-être de la mémoire humaine versus le fonctionnement de la mémoire algorithmique. Alors d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas une mémoire, il y a des mémoires, hein. Je vais vous donner un exemple très simple, parce que c'est un exemple historique, donc de description d'un déficit neuropsychologique. Vous avez un malade qui souffrait de crise d'épilepsie, qui en 1950 a été opéré par un neurochirurgien américain. Le neurochirurgien s'appelait Scoville, le malade s'appelle HM, donc vous voyez, il est devenu célèbre parce qu'il était jeune, il a été étudié pendant 50 ans par une neuropsychologue canadienne. Il a eu une opération qui l'a rendu amnésique. Donc ça a permis une description de la mémoire. Alors il était amnésique, qu'est-ce que ça voulait dire d'être amnésique? C'est-à-dire, à partir du jour où il a été opéré, il a été incapable de se rappeler de quoi que ce soit de sa vie quotidienne, aussi bien des faits l'intéressant personnellement que des faits d'actualité. Par contre, il se souvenait parfaitement de sa jeunesse, il était capable d'écrire, de lire, il gardait un certain nombre de compétences mnésiques qu'on dirait, de base, donc ces mémoires qui sont profondément enracinées en nous et qu'on apprend très tôt, qui est le langage, l'écriture, ainsi que d'autres, mémoires de ce type. Par contre, ce qu'on appelait une autre mémoire, la mémoire épisodique, c'est-à-dire des faits, elle avait complètement disparu et il ne pouvait plus encoder le moindre souvenir. Donc on voit bien que vous voyez, il y a plusieurs types de mémoire et toutes les mémoires vont pas être impactées par une externalisation de la mémoire. D'abord une mémoire extérieure a déjà été créée, déjà été l'écriture, l'imprimerie et le livre sont une mémoire extérieure à notre mémoire. Cette mémoire a l'avantage de pouvoir être analysée, elle est stable et elle persiste. Elle n'est pas comme notre, mémoire instable et puis surtout irrégulière. On n'encode pas tout. Les émotions comptent beaucoup sur l'encodage de ce qu'on va nous rappeler. Mais toute cette mémoire extériorisée va rien changer à cette mémoire épisodique des faits qui nous arrivent personnellement et des faits, qu'on voit aux actualités. Je pense que ça ne sera pas modifié. Donc, de même, le lien entre mémoire et intelligence, puisque c'est ça qui nous implique, ces machines qui vont être hypermnésiques, est-ce qu'elles seront intelligentes pour autant? Non. On a des descriptions d'hypermnésie. Alors je pourrais citer un cas très célèbre qui a été étudié par un neuropsychologue, russe qui s'appelait Luria. Un jour, on lui envoie un fonctionnaire d'État qui avait une mémoire faramineuse, c'est-à-dire que Luria l'a étudié pendant plusieurs années. Par exemple, il écrivait sur un tableau une cinquantaine de lettres. Il demandait à cet homme de de lui rappeler le lendemain ces 50 lettres ou ces 50 mots. Ce, fonctionnaire soviétique lui rappelait, lui remettait ce qu'il avait écrit sur le tableau. Il lui a demandé 5 ans après ce qu'il avait écrit ce jour-là, il lui remettait exactement ce qu'il avait mis sur ce tableau. Donc une hypermnésie et ce fonctionnaire russe est resté un petit fonctionnaire dans une administration, soviétique faisant un travail répétitif. Donc vous voyez, il n'y a pas de lien entre hypermnésie et intelligence. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être amnésique comme le malade que je vous parlais avant pour être intelligent. Parce que l'intelligence, c'est le raisonnement. Donc on a besoin d'aller chercher, pour construire notre raisonnement, de d'éléments qu'on a dans notre mémoire pour argumenter.
élément qu'on peut après, bien sûr, aller chercher, par exemple, sur l'IA et cetera, pour renforcer, cette mémoire qui est restée en nous et ou la préciser ou la ou la ou faire en sorte qu'elle soit plus fidèle à la réalité. Parce que l'une des caractéristiques de notre mémoire, c'est qu'elle est très liée à l'émotion, qu'elle est instable et qu'en plus, elle se transforme facilement et peut aboutir à une mémoire qui est très loin de la réalité. Si on revient sur une des premières sources d'externalisation de notre mémoire, ça a été le livre. Heu, comment ça a pu, impacter la manière, dont on mémorise, aujourd'hui? Alors le livre, on ça a été étudié, c'est-à-dire qu'on a observé ça chez un certain nombre d'étudiants, on se rend compte qu'ils arrivent à se remémoriser des cours en revoyant, parce qu'il y a un élément visuel, en revoyant la page de cours où ils ont écrit leur cours ou la page du livre où ils ont appris leur cours. C'est un support à leur mémoire et on rappelle des faits, des éléments, heu et donc c'est un élément visuel qui est important dans le rappel des faits mnésiques. Donc le livre a influencé parce que c'est une mémoire stable et une mémoire la lecture a profondément modifié, nos réseaux, enfin a créé des réseaux au niveau de cerveau qu'on utilise en permanence et qui vont nous aider à fortifier notre mémoire. C'est une aide, mais surtout notre mémoire disparaît pas, mais ça surtout ça nous permet d'avoir une mémoire plus exacte, plus fidèle. Ça permet d'aller revoir exactement ce qui a été dit, parce que c'est qu'une fois que c'est écrit, c'est fixé. Le livre, ça a été plutôt bénéfique pour le fonctionnement, des processus cognitifs, et notamment, la mémoire, parce que c'était un nouveau support et finalement donc l'IA, ça va être un nouveau support pour aller se renseigner, pour aller chercher de l'information, hein. On sait que ChatGPT, une des premières utilisations, c'est le moteur de recherche. Est-ce que, ça va être un gain ou finalement, une perte? Bah, ça va être un gain de temps parce qu'il est plus facile, des gens comme moi, avant aller chercher avant les informations dans les articles scientifiques ou dans les livres. C'est plus facile de taper, sur son ordinateur et aller voir, sur un moteur de recherche ou sur l'IA, qui va nous ressortir, ce qu'on cherche. C'est plus rapide. D'accord, pour toi, finalement, l'impact de l'IA sur notre mémoire, ça peut être positif? Ça va pas être positif sur les bords, ça va être positif sur nos raisonnements. Nos raisonnements vont se faire à partir de données plus fiables et plus stables. Parce que, ce qu'on peut se dire, finalement par rapport à l'IA, donc ça va rendre beaucoup plus facile l'accès à l'information, mais ça va aussi pré-mâcher, l'information, que l'on recherche. C'est la différence par rapport à Google ou même un livre. Donc Google faisait une proposition de résultats. Si vous cherchiez par exemple, j'en sais rien moi, un événement historique, ça vous fait une proposition de page, sans doute avec Wikipédia. L'intelligence artificielle va directement vous proposer une réponse. Par exemple, va sélectionner, j'en sais rien, des événements de la biographie de tel ou tel personnage historique. Là où avant on allait, soit rechercher dans les liens Google, soit rechercher, parmi différentes lectures. Alors le problème, je reviens toujours sur ce problème, c'est que les recherches sur un moteur de recherche sur l'IA, va vous donner des recommandations et ces recommandations, bien sûr, c'est celles qui ont été les plus vues, les plus demandées. Donc il faut faire attention que notre question, soit le moins sensible aux recommandations que peut nous faire le moteur de recherche ou l'IA. Sinon, on risque d'avoir une réponse qui va être une moyenne de ce que les gens cherchent, mais qui sera pas forcément la vérité et qui sera pas forcément ce qu'on recherche. Donc je veux dire, il faut toujours utiliser ces outils comme avec un regard critique. Toujours bien analyser, les biais que ça peut introduire dans notre raisonnement et dans notre façon de penser. Tu parlais de différents types, de mémoire. Le fait d'utiliser l'IA, est-ce que ça risque, d'impacter, un type de mémoire en particulier? Je pense que c'est pas l'IA elle-même, c'est plus, la f les ordinateurs, c'est plus les systèmes d'internet, c'est plus, heu, les jeunes qui vous disent: «Pourquoi je dois mémoriser ça?» alors que je tape sur internet et j'ai la réponse tout de suite. Et là, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que, heu
on ne cherche que ce qu'on connaît. Mmh. Si on va chercher quelque chose, c'est qu'on a une trace quelque part en nous qui nous dit que c'est intéressant et qu'il y a quelque chose à trouver. Si on n'a rien, si notre mémoire est une plage, est quelque chose, un livre blanc, on n'ira rien rechercher et notre pensée sera une page blanche. Mmh, mmh. Donc on est, dans tous les cas, lorsqu'on s'adresse à l'IA, on est influencé, par nos propres biais, notre propre vision, du monde. Et mais il faut pas être, il faut en avoir conscience, mais il faut faire attention aux biais de l'IA. Et après, on a les biais de l'IA qui se rajoutent à nos propres biais et qui peuvent, d'ailleurs peut-être accentuer certains de nos biais. Donc j'en reviens toujours, hein, à ce texte que j'ai dit initialement, d'avoir toujours un regard critique sur ce qu'on fait. Si on prend un exemple, concret de comment, aujourd'hui, l'IA ou en tout cas les différents types d'algorithmes peuvent nous impacter. Si on prend aujourd'hui le GPS, donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apprendre par cœur des cartes ou d'étudier des cartes. On rentre une destination dans l'outil et il nous indique le meilleur chemin selon lui à prendre. Donc est-ce que ça peut, avoir, des impacts sur notre manière de penser? Oui, puisque on va avoir l la construction visio-spatiale du monde autour de nous est quelque chose d'important. On a une construction, visio-spatiale de proximité, hein, de ce qui est par exemple, je suis dans cette pièce, vous êtes tous les 2 dans cette pièce, il y a des tables, donc l'espace est construit à proximité de moi, mais aussi, si je réfléchis, si je pense à un pays, j'ai aussi une construction spatiale, heu, planétaire ou au niveau d'un pays plus général. Je veux dire, j'ai une sorte de géographie, dans ma tête que j'ai appris à l'école et cetera. Et cette géographie, je l'ai appris à partir de cartes. Je l'ai pas appris en faisant des voyages. Si on fait un voyage, on peut faire un voyage sans savoir où on est. On va d'un point A à un point B, ça ne nous indique aucune géographie, hein. Donc, ce qu'il faut craindre avec le GPS, c'est une perte, de cette, géographie, des villes et du monde et avec des gens qui ne seront plus pour qui les cartes géographiques, ne seront plus lisibles et seront incompréhensibles. Et on va voir un affaiblissement des compétences géographiques qui étaient déjà pas très élevées. D'accord, et ça, si on tire le trait, tu penses que ça peut avoir d'autres, impacts sur d'autres de nos fonctions cognitives ou sur d'autres types de raisonnement ou Je veux dire, notre raisonnement, c'est un raisonnement heu, qui est lié. Si on n'a plus une vision du monde, si on entend une information qui nous dit qu'il y a une guerre entre Chili et la Thaïlande, on va croire qu'il va y avoir la guerre entre le Chili et la Thaïlande. Si on a fait de la géographie, on se dit: «C'est quand même pas possible», parce que c'est quand même des pays qui sont vraiment, vraiment très éloignés, hein. Donc on va voir qu'il va y avoir quand même un petit problème. Donc on risque d'être manipulé, on va être sujet à des fausses informations. Plus notre niveau de connaissance et d'expertise, diminue, plus les risques de manipulation vont être grands. d'accord, donc ça vient, impacter tous nos autres processus de raisonnement. En tout cas, ça Bien sûr, vient les compétences géographiques, c'est comme toutes c'est une bon, je suis sûr que c'est bien sûr, c'est pas une compétence fondamentale et quelque chose que les gens, il faut reconnaître que la géographie n'est pas la science la plus partagée, sur la planète. Mais, heu, si on l'affaiblit encore, moi j'étais à une époque où on apprenait les départements, les pays, les capitales, les préfectures et cetera. Maintenant on l'apprend plus et du coup les gens ne savent plus où ils sont et ne savent plus comment le monde est constitué, donc vont être prêts, à recevoir n'importe quelle information, même la plus farfelue. Est-ce que finalement, j'en reviens à ma notion, d'identité à la fois personnelle et collective, est-ce que ça peut impacter, notre vision, du monde, notre identité collective qui peut être déjà, ben, de ce que je comprends, qui peut être réécrite beaucoup plus facilement? Est-ce que ça peut avoir un impact, plus sur sur notre manière d'être? Quand on va vers l'identité, vers le moi, c'est une question très compliquée. C'est une question compliquée parce que c'est une question qui devient une question philosophique et sociologique, surtout dans notre société où les gens veulent se réaliser. Il va être moi. Alors, qu'est-ce que tous ces réseaux, les réseaux sociaux et l'IA va produire? J'ai du mal à répondre à cette question parce que,
je veux dire, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est le moi? Le moi, ça n'existe pas. Le moi, on a un moi social. C'est une construction, je reviens à ce que j'ai dit, l'homme est en société. Nous nous concevons qu'au milieu des autres hommes. Sinon, l'individu en lui-même n'existe pas. Donc notre moi est un moi social, hein. Alors je pourrais vous renvoyer à ceux que ça intéresse, je ne sais pas s'il faut que je fasse de la biographie. Clément Rosset a écrit un petit livre, «Loin de moi». Ça s'appelle «Loin de moi». Je vous invite à le lire où il s'interroge: «Qu'est-ce que c'est que le moi?» D'accord? Donc, bien évidemment, l'IA, les réseaux sociaux vont modifier notre ce moi social, vont avoir un impact. Alors dans quel sens ça peut être modifié? Enfin, alors là, il faut rapporter à des philosophes qui regardent un peu de l'impact que ça peut avoir ou des sociologues. Ça va avoir certainement un impact et on le voit déjà. On voit Mmh. déjà qu'il y a des phénomènes d'imitation qui sont des phénomènes virales. On voit des modes, qui se développent avec vitesse grand V dans la société, en se demandant d'où ça tombe. On voit déjà des phénomènes de foule qui sont manifestement dans la rapidité et probablement liés aux réseaux sociaux plus qu'à l'IA. D'accord, donc ça, c'est plus global que les aspects, liés à la mémorisation. Oui. Est-ce que tu penses néanmoins qu'il y a, des avantages à tirer de cette mémoire, augmentée, sur certains aspects, notamment finalement donc aujourd'hui, ben, on fait plus l'effort de retenir, les départements, les numéros, de téléphone. Est-ce que ça permet de libérer, des ressources cognitives surtout dans une époque où on est dans l'info-obésité? Ça nous permet de libérer des ressources et peut-être qu'on a développé d'autres, fonctions cognitives qui sont plus relatives au tri de l'information, par exemple et à sélectionner les informations, pertinentes. Je reviens en fonction du cerveau, sur région préfrontale, si c'est dans cette région préfrontale où on sait que c'est les éléments, notamment de cette, sur le ce sont des processus de l'intelligence qu'on mesure avec le QI, hein, donc logico-mathématique, heu, c'est cela va nous servir à trier, à catégoriser, à analyser, donc à construire notre raisonnement. Donc c'est difficile d'avoir, tu vois, d'avoir une réponse tranchée sur les conséquences. Mmh. On voit bien qu'il y a des conséquences, on voit des phénomènes de société dans nos sociétés. Mais là, je suis en tant que neurophysicien, je peux pas te répondre. Il faudrait plus interroger des sociologues et je pense que les travaux sont en cours pour voir, Mmh. l'impact que ça peut avoir. Mais ça va en avoir, c'est certain que ça va en avoir. D'accord. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement quoi. En tout cas, il faudrait voir avec des spécialistes. Comme ça va modifier notre cerveau, ça va modifier la société. Parce que, la pensée, je reviens à ce débat entre Piaget et Husserl, c'est je veux dire d'autres pensées, c'est l'image du monde qui construit notre pensée. C'est l'image, qui va construire notre pensée et si C'est pour cette ça, image, si on fait c'est plus si l'effort de retenir, si c'est une on image n'aura si plus c'était une image mathématique de l'IA et des réseaux sociaux, je laisse chacun juge, j'ai pas la réponse, mais ça va modifier le cerveau, c'est sûr mmh. et en réponse, ça va modifier la société puisque les 2 sont liés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous donc il faut continuer à exercer sa mémoire pour finalement, bah, garder, une part de notre identité, une part de notre esprit critique, puisque ça joue, dans la construction de notre esprit critique, le fait de retenir des informations, de les digérer. Bah, il faut continuer. Alors cet exercice que à l'école, on continue à apprendre des poésies aux enfants et c'est important, moins qu'autrefois. C'est important qu'ils aient des cours où ils vont mémoriser, ben, il y a les mathématiques, l'histoire, la géographie, la littérature, la philosophie et cetera. C'est important qu'on l'ait étudié, qu'on l'ait appris et cetera. Parce que je reviens, je veux dire notre mémoire, c'est pas une page blanche. C'est une page si notre mémoire devient une page blanche, notre pensée va être aussi une page blanche. Donc, c'est très important pour continuer à pouvoir raisonner, hein. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Mmh. C'est important de faire apprendre aux enfants, même si on peut concevoir que bon, c'est compliqué parce que ça demande un effort. Cet effort peut paraître nécessaire, et cet effort qu'on devrait faire à tout âge de la vie. Moi-même, je me reproche de plus faire d'efforts de mémoriser, des rien que des fables de La Fontaine ou d'autres poésies. Mais est-ce que par exemple, tu penses que ça vaut le coup de continuer à essayer de mémoriser les numéros de téléphone? Bon, les numéros de téléphone, je pense pas. Oui, voilà, donc par exemple, là-dessus, Il y a des choses qui encombrent notre esprit. Non, mais
on mémorisera toujours quelque chose. Je veux dire, on a un cerveau qui est fait de telle façon qu'il faut mémoriser. Il mémorise. Le problème, c'est pas de mémoriser n'importe quoi. Mmh, Si c'est mémoriser des fake news, qu'on va pêcher sur l'IA ou sur les réseaux sociaux, on va construire des crétins, mmh. d'accord? Heu et la mémoire, on mémorise toujours. Mais après, il faut pouvoir garder, heu, il faut pas mémoriser n'importe quoi. Je reviens toujours au à la qualité des données et puis surtout mémoriser, heu non, ça me fait sourire parce que je pense à un patient comme ça, un des patients que j'avais fait opérer il y a de nombreuses années et alors il a eu un syndrome particulier, je ne vais pas vous décrire, il est devenu en partie amnésique sur certaines choses, mais inversement, il va être envahi en permanence, il va avoir des souvenirs du collège et de l'école qui va revenir en permanence. Il était complètement envahi par ses souvenirs anciens, ça le rendait extrêmement heureux, mais il faisait plus rien. De la mémoire, il faut en avoir, mais il faut pas non plus que ce soit un embarras, hein? Et c'est le problème des syndromes post-traumatiques et cetera. Donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que, l'IA ou les outils permettant de stocker, de la donnée, ça peut être intéressant sur, des choses qui sont, peut-être moins importants, certains numéros de téléphone, certaines informations, ça peut quand même nous permettre, de «libérer» entre guillemets un peu de ressources, cognitives. Après, ça dépend ce qu'on fait de ce qu'on a libéré, hein. Mmh, bien sûr. C'est-à-dire tout dépend, ça nous libère du temps et si d'un et ça nous libère d'efforts. Si c'est, si c'est pour lire «L'idiot de la famille» de Sartre, c'est une bonne chose. D'accord. Si c'est pour, jouer à je sais pas quoi sur son téléphone, je pense pas. Mmh. Candy Crush. Oui, Je cite ça au hasard. oui. OK, et je pense qu'on a fait un bon tour, de la question sur, la mémoire et le lien avec, l'IA et les outils technologiques. Merci beaucoup. Merci. Ce troisième épisode nous l'a montré. Externaliser notre mémoire n'est pas neutre. C'est confortable et parfois libérateur. Mais la vraie question devient comment garder une mémoire vivante, personnelle, dans un monde où tout peut être archivé, trié, rappelé par une machine. Dans l'épisode suivant, nous poursuivons cette exploration en nous attaquant à un autre pilier de notre fonctionnement, notre capacité à décider.